La morphopsychologie, c'est un outil de communication formidable. On vient s'équiper d'une compétence humaine supplémentaire pour comprendre comment s'adresser à l'autre. Plus en plus de managers sont confrontés à des situations d'incompréhension de la façon dont fonctionne tel ou tel collaborateur. Bienvenue sur le podcast de Sam, les solutions avancées pour managers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence qui va nous guider sur la morphopsychologie. Donc, dans ce podcast, vous allez être embarqués dans le quotidien d'experts qui vous parlent d'une compétence qu'on appelle, nous, les compétences vivantes chez Sam, parce qu'elles sont étudiées avec nos clients et pour nos clients en 2026. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter de la manière dont tu le souhaites? Laurence Crépel, morphopsychologue depuis plus de 30 ans, presque 40. Je suis tombée dans la morphopsychologie parce qu'adolescente, en rupture, une adolescence difficile, perturbée, mes parents ne savent plus quoi faire. J'ai 15 ans, ils m'envoient voir une morphopsychologue en se disant peut-être en dernier recours. Et là, il s'est passé une étincelle incroyable. Elle me connaissait pas et en l'espace d'une heure, en fait, elle a su mettre des mots sur mes talents, mes dispositions, mes valeurs, mes forces. Et elle a transformé ma vie comme ça en une heure à 15 ans. Et depuis, je me suis formée, j'ai rencontré beaucoup de monde. Aujourd'hui, je travaille avec des managers, toutes sortes de négociateurs et avec des personnes qui ont besoin de mieux se connaître pour mieux utiliser ce qui sont leurs singularités. Donc, ça fait 35 ans que je travaille, j'ai formé plus de 1000 personnes. Je suis aujourd'hui appelée dans des organisations de tailles différentes, avec des secteurs très divers. Et à chaque fois, avec l'idée d'être dans la vérité de ce qu'on est pour pouvoir s'utiliser mieux et mieux communiquer de la façon la plus éclairée avec l'autre. Très beau programme. Donc du coup, raconte-nous finalement, c'est quoi la morphopsychologie? Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent à propos de ça? Et pour toi, à quoi ça peut servir pour nos managers? La morphopsychologie, c'est un outil de communication formidable. C'est-à-dire que en regardant l'autre, on vient s'équiper d'une compétence humaine supplémentaire pour comprendre comment s'adresser à l'autre, comment comprendre la façon dont il fonctionne vis-à-vis du monde extérieur. On voit très aisément une personne qui fonctionne sur un mode plus introverti, extraverti, qui a besoin qu'on lui parle au mental, qui a besoin qu'on parle à ses émotions ou qui a besoin qu'on parle à son côté terrain. Ça permet de comprendre l'autre pour pouvoir vraiment entrer en communication éclairée avec lui. Donc évidemment, de la négociation, de l'accompagnement, la compréhension de tout ce qui fait une relation humaine construite et riche. À ton sens, du coup, qu'est-ce que l'on comprend mal aujourd'hui de cette compétence, de cette méthode? C'est une école de tolérance, plus exactement, et d'accueil de l'autre dans la différence par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est amené tous les jours à communiquer, à interagir avec des personnes très différentes de soi, et donc s'ouvrir à cette différence, l'accueillir, comprendre que c'en est une et pas plaquer sur l'autre ce que l'on est soi-même ou ce que l'on pense. C'est une façon formidable de pouvoir faire de cette rencontre une vraie source de coopération. Donc si je comprends bien, tu prends aussi en considération tes propres biais? Oui, absolument. C'est une école, la morphopsychologie, en plus d'un outil de communication. Et ça permet de comprendre quels sont nos biais et les taire, les minimiser pour vraiment se mettre au service de la compréhension de l'autre, en se disant que l'autre a des talents que nous n'avons pas, l'autre a un potentiel, une forme d'intelligence qui n'est pas forcément, je parle pas de QI, je parle vraiment d'intelligence humaine, qu'on peut accueillir de cette manière-là et qui peut coopérer avec ce que nous sommes nous-mêmes.
Tu dirais que quelque part c'est à la portée de tous ou c'est mieux pour des personnes qui ont déjà une connaissance psychologique quelconque? C'est à la portée de tous à partir du moment où on s'intéresse à l'humain. C'est vraiment le prérequis. S'intéresser à l'autre, à la psychologie, mais pas en étant formé, en ayant été en relation avec beaucoup de monde. Et c'est pour ça que les expériences, les compétences qu'on a acquises dans toutes sortes de domaines sont autant de maillons qui vont permettre de s'approprier le process de la morphopsychologie, parce que, on va en parler certainement tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une technique d'observation. Donc c'est une vraie méthode avec des étapes, c'est ça Absolument, oui. Okay. Aujourd'hui, c'est quoi les questions finalement que l'on te pose le plus pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça? On ne sait pas tout de l'autre, et Dieu merci, si c'était de cet ordre-là, je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Donc ça permet de comprendre de quelle manière l'autre participe au monde qui l'entoure, en étant dans son filtre à lui. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une paire de lunettes. La morphopsychologie, c'est vraiment voir l'autre avec plus de précision, avec plus de netteté. Ça change pas le spectacle du monde, ça change pas ce qu'on regarde, mais ça change la finesse avec laquelle on est capable de observer, regarder, accueillir et se situer soi-même par rapport à l'autre. Et parmi les questions qui peuvent inquiéter, parce qu'effectivement, avec la morphopsychologie, je possède, je suis en mesure d'avoir un outil qui me permette de comprendre l'autre peut-être plus rapidement que ce que lui peut faire. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'aborder cette idée d'impact, d'influence, de manipulation. C'est des questions qui reviennent assez souvent, c'est-à-dire que comme tous les outils puissants, je pense à la PNL, enfin je pense à plein d'autres outils, de quelle manière est-ce que on va pouvoir l'utiliser en collaboration avec l'autre? Jusqu'où est-ce qu'il va être ce savoir, cette compétence va être autant utile à l'autre qu'à moi-même? À partir du moment où elle m'est plus utile à moi au risque du détriment de l'autre, ça s'arrête là. Voilà. Donc c'est vraiment une question d'éthique et donc qui préside à ma façon de pratiquer, d'exercer et de former. Et jusqu'à présent, on a eu vraiment des résultats formidables avec tous les négociateurs, managers, commerciaux que j'ai pu former. Tu nous as parlé justement que tu enseignais ces techniques auprès de négociateurs. Oui. Comment ça les aide finalement à mieux négocier, à mieux convaincre? C'est une méthode qui n'a pas besoin de questionnaire, de parler avec l'autre. Voilà, on est tout de suite par le regard, par cette lecture des traits du visage, en communication avec ce qu'on doit comprendre de l'autre pour s'y adapter de la meilleure manière, pour que l'autre se sente en sécurité. Et donc, je pense notamment à des négociations avec des personnes en situation de crise. Et dans ces cas-là, il faut calmer le jeu. En fait, il faut trouver le moyen de parler, de pouvoir identifier le canal avec lequel on va pouvoir communiquer de la meilleure manière pour que y ait une issue heureuse. Alors, je pense à des situations assez dramatiques, mais au quotidien, des commerciaux, des managers, des RH ont besoin de savoir comment est-ce que ils vont choisir le meilleur canal. Donc, ils peuvent avoir plein d'autres outils. La morphopsychologie ne les remplace pas, mais elle les complète très bien. Et encore une fois, on l'a toujours sur soi, comme une paire de lunettes. Et on n'a pas besoin de préalable, en fait, pour l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un peu unique. Alors, en ce sens, pour toi, il faudrait déjà connaître son propre profil pour pouvoir décoder ensuite l'autre? Bien sûr. C'est le plus intéressant. C'est-à-dire connaître ses forces, ses formes d'intelligence, et puis connaître ses angles morts. Alors, on ne les connaît pas tous, évidemment, il en restera plein. C'est la complexité de l'âme humaine, pardon. Mais mieux se connaître, c'est aussi voir comment est-ce qu'on va pouvoir articuler notre présence et notre savoir et ce qu'on veut apporter à l'autre et ce qu'on veut recueillir de l'autre
pour que deux êtres se rencontrent de la meilleure manière. Oui, tout à fait. Alors du coup, comment ça se passe? Dis-nous un peu plus sur le modèle, la méthode. Finalement, si moi je venais pour te voir et faire mon profil morphopsychologique, qu'est-ce que je vivrais? Combien de temps ça dure? Quelle forme ça prend? Tout à fait. Alors, une consultation, parce qu'on peut appeler ça comme ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Moi, je vais réaliser le portrait en m'appuyant sur des signes saillants de la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas tout balayer, ce qui n'aurait aucun intérêt, mais je vais regarder des petits signes qui parlent de façon très forte de tel ou tel comportement, tel ou tel besoin de la personne. Et donc, ça va parler du type morphologique. Est-ce que la personne est extravertie ou introvertie? De quoi a-t-elle besoin à partir de ce moment-là? Ensuite, on va aller voir sur le visage, on va aller voir quelle est la forme d'intelligence principale, intelligence au sens de capacité d'adaptation. Et donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on alimente plus son mental, son raisonnement, sa logique, son réservoir d'informations? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui parle plus sur le mode empathique, émotionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui parle pratico-pratique, terrain, bon sens? Et puis on va regarder avec la ligne de contour du visage comment la personne va s'adapter immédiatement à une situation nouvelle. Il y a des gens qui ont besoin de temps, ils ont besoin d'analyser, de comprendre, d'évaluer les enjeux d'une situation. Et puis il y a les gens qui vont beaucoup plus spontanément, au risque d'ailleurs de ne pas voir les risques que la situation induit pour eux. Et si je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'être au monde, évidemment. Il y en a de multiples. Et donc, au cours d'une consultation, on va faire une petite liste des ingrédients, en fait, qui nous constituent et qui vont nous permettre, en se connaissant mieux, de pouvoir s'adapter à une nouvelle situation et puis aller dans une direction qui invite, en fait, ces talents que nous avons. On peut tous déployer plein d'efforts pour faire ce pourquoi on n'est pas fait. Mais c'est dommage. Ça va nous demander de l'énergie, du temps, et ça ne sera pas forcément couronné de succès. Oui, on peut nager dans le courant ou à contre-courant. Absolument, tout à fait, exactement. Donc toi, si je comprends bien, tu t'appuies sur une grille, c'est ça, d'observation? Oui, absolument. C'est une grille d'observation qui permet en fait de ne rien oublier. Il y a 8 points d'observation. Dans ces 8 points, il y a quelques autres points. On se la balaye pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Et un portrait morphologique, en fait, ça vient s'appuyer sur 4, 5, 6 points maximum, mais qui vont être très enseignants sur des choses fondamentales qui caractérisent la personne qu'on a en face de soi. Et donc, ça peut se faire assez rapidement. Alors, évidemment, on ne devient pas expert en morphopsychologie du jour au lendemain, mais on peut avoir un certain nombre de connaissances qui permettent de confirmer ou pas son intuition. Et ça, c'est extrêmement important parce que les personnes avec lesquelles je travaille, souvent, ont cette réputation d'avoir de l'intuition. Formidable d'avoir de l'intuition, mais souvent utile de pouvoir l'asseoir. Donc en fait, ça ne te donne pas de certitude? Non. Ça vient étayer tes hypothèses? Absolument. On travaille en hypothèse et la situation va confirmer ou pas ces hypothèses. La plupart du temps, elle les confirme, évidemment. Mais on n'est pas indemne d'erreurs de temps en temps, justement parce qu'on peut se trouver confronté à une personne qui elle-même n'est pas dans son courant. Et auquel cas, on peut être un petit peu à côté. Donc, si je comprends bien, toi, tu m'analyses quelque part en me rencontrant. Oui. Est-ce que tu as besoin que je parle ou qu'on ait une conversation? Non, absolument pas. Absolument pas. Et il s'est déjà produit dans des situations de négociation qu'on me demande de travailler sur des photos avant
de rencontrer la personne, justement pour savoir sur quel pied on va s'appuyer pour pouvoir aller à la rencontre de cette personne. Et donc, non, on n'a pas besoin qu'elle parle, on n'a pas besoin qu'elle bouge, on n'a pas besoin qu'elle ait des mimiques. On a besoin de voir son visage bien dégagé, par contre, pas avec une frange jusque-là. Ouais. Donc, quelque part, c'est une méthode de profiling, on pourrait dire? Absolument. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et quand toi, tu procèdes à cette analyse, ça te prend combien de temps, finalement, de dresser ce genre de portrait? Aujourd'hui, avec toutes mes années de pratique, en fait, c'est pas immédiat, mais en moins d'une minute, j'ai les grandes lignes. Les personnes que je forme et qui progressent tous les jours, et à chaque fois qu'elles utilisent la morphopsychologie, elles me disent, au bout de 10 petites minutes, en fait, elles ont déjà les grandes lignes. Et en travaillant, en continuant à progresser avec la morphopsychologie et son usage, on va gagner du temps et on va surtout gagner en qualité d'identification jusqu'à voir les contradictions d'une personnalité. Et ça, c'est absolument passionnant, mais c'est pas forcément réservé aux personnes qui se forment en quelques heures. Ouais. Donc, c'est un exercice qui peut se faire en solo, entre un expert et un seul manager, par exemple. Absolument. C'est ça? Oui, et est-ce que ça peut être quelque chose qui est transposé au collectif, sur une équipe, par exemple? On peut imaginer comprendre un climat d'équipe par la constitution de ses membres. C'est-à-dire que si on a une majorité de personnes introverties, on va avoir une équipe qui a besoin de temps pour travailler ensemble, qui va être plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, qui va avoir besoin de temps pour mener une réflexion interne aussi. Et si on a une équipe qui est constituée en majorité d'extravertis, on va avoir des gens qui ont besoin de parler pour réfléchir. Donc ça va nous donner un climat d'équipe tout à fait différent. Mais c'est sûr que c'est plutôt une approche individuelle, la morphopsychologie. D'accord. Ça te permettrait éventuellement de venir derrière, à partir du moment où tu as émis un postulat sur les profils de chaque personne de l'équipe, venir travailler des blocages, des cas d'usage du quotidien des managers? Oui, bien sûr. C'est comprendre. Alors moi, c'est assez fréquent qu'un manager me dise, eh ben voilà, avec monsieur et madame un tel, il y a quelque chose qui bloque, je vois bien qu'il est démotivé, voilà, il fait des efforts, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans la manière dont je pourrais plus le comprendre, mieux le comprendre pour l'aider. Et puis lui permettre de retrouver une place peut-être qui perd en énergie et en intérêt. Et du coup, la morphopsychologie, c'est très rapide. C'est-à-dire que en quelques termes, on peut comprendre de quelle manière la personne a vu émerger une fragilité, par exemple. Et de quelle manière on va pouvoir l'inviter à se reconstituer, retrouver peut-être de la confiance en soi, une affirmation plus importante en appuyant et en nommant surtout des points de talent que la personne a oublié, parce que quand on est dans une pente descendante, on a un peu tendance à oublier ce qui peut nourrir la confiance en soi. Tu parlais tout à l'heure beaucoup de négociation, oui, de préparation aussi. Donc en amont, par exemple, d'un rendez-vous commercial ou d'un recrutement. Oui. Est-ce que toi, tu considères qu'il y a des prérequis, des conditions de la réussite à l'usage de l'outil de la morphopsychologie? Absolument. D'abord, ne pas en attendre des certitudes comme issues d'une science exacte. Dure, une science dure. Non, on n'est pas là-dedans, on est plutôt dans une science molle, on est dans une science humaine. Donc, l'humilité de se dire que ça doit être complété avec d'autres outils, certainement. Se dire aussi que se connaître soi, c'est aussi une école d'humilité et une manière de pouvoir inviter l'autre dans son cercle en étant modeste en fait sur la manière dont on va pouvoir
bâtir cette interaction, cette rencontre en étant chacun soi avec toutes les forces et toutes les fragilités que ça comporte. D'accord, donc quelques conditions d'usage, on va dire. Oui. Quelles précautions éventuelles tu émettrais ? La précaution, c'est de se former solidement et de ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut s'entraîner à reconnaître un trait saillant et puis voir à quoi ça correspond et puis peut-être se prendre quelques notes sur un papier en se disant là j'ai observé ci ou ça et au fur et à mesure de la relation j'ai vu que effectivement c'était quelque chose qui avait cours, qui caractérise cette personne-là. Et donc la confiance vient de cette manière-là. Et puis petit à petit, on va pouvoir, au fur et à mesure des exercices de rencontre, pouvoir enrichir sa palette d'observation. Et puis après, on va pouvoir rentrer dans les contradictions qui peuvent émerger d'une personne, mais voilà, je crois qu'il faut accepter au départ de se conforter en mettant en regard ses intuitions avec ce que la morphopsychologie a pu apporter d'enseignement, de compréhension bien structurée et solide, pour voir si l'intuition qu'on avait correspond effectivement à ce que dit la morphopsychologie. Si ça correspond, franchement, on peut y aller, on est dans le vrai. Si ça correspond pas, c'est une très bonne raison de se poser des questions. Est-ce que tu saurais nous guider sur un premier exercice pour mettre un pied finalement dans cet univers ? Oui, bien sûr. Alors, un premier exercice, ça pourrait être en regardant une photo dans un premier temps ou en regardant un film aussi, parce que c'est intéressant, les castings sont bien faits. Généralement, les acteurs incarnent bien les acteurs qui vont incarner tel ou tel rôle. C'est de regarder quelques traits que j'aurais apportés, ou là, dans un premier temps, pour les gens qui regardent la vidéo, regardez si une personne est plutôt toute en longueur, toute fine, toute étroite, ou plutôt en rondeur, plutôt avec une silhouette un peu enveloppée, un visage assez rond. Est-ce que cette personne qu'on va rencontrer, elle a plutôt le volume de son visage plus important au niveau du front, ou au niveau de l'espace médian du visage, ou au niveau de l'instinct. Et puis, notez quelle est notre intuition de départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait dit de cette personne-là si on avait eu besoin de dire, voilà, qu'est-ce qui nous venait comme ça instinctivement. Et les 3 petits axes que je viens de soumettre, une personne toute en étroitesse, en fait, ça va venir abonder le fait que ça soit une personne de type introverti. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se mettre à la température de la rencontre, qui peut paraître un peu froide, un peu distante, peut-être un peu hautaine. Elle a besoin de temps pour venir vous rencontrer de façon vraiment à l'aise. Alors que la personne de type plus ronde, en fait, elle va être plus cordiale, plus avenante, plus joviale. Et donc, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle un tempérament plus extraverti. Et puis ensuite, la partie mentale, est-ce que cette personne, comme je le disais tout à l'heure, a un front plus volumineux? Et donc là, ça veut dire qu'on va s'adresser à lui sur le plan des idées. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez déjà cherché des informations sur ci ou sur ça? Comment vous nous avez trouvés? Voilà. Si c'est une personne dont les pommettes sont les plus saillantes, on va lui dire, par exemple, quelle expérience vous avez déjà eue dans le projet qu'on va sans doute mener ensemble. Est-ce que vous l'avez fait avec des personnes? Avec qui? Quel type de personnes vous avez travaillé? Enfin, on va mettre du relationnel et de l'émotionnel dans les questions. Et puis, si la personne a une solide mâchoire bien large, sur lequel elle s'appuie bien, ses fondations, on va lui parler terrain, on va lui parler opérationnel, on va lui parler sens concret, on va lui parler résultat. Voilà. Donc,
est-ce que ce petit exercice, en fait, il vise à savoir, est-ce que votre intuition était en phase avec ces 3 observations-là? Et si elles le sont, eh ben, c'est que vous avez sans doute des prédispositions pour la morphopsychologie, ou du moins votre intuition pour cette étape-là a été juste. Et si ça se corrobore pas, eh ben, on peut se dire qu'effectivement, la morphopsychologie serait une grille de lecture intéressante à venir intégrer dans ces outils de communication. Quand tu parlais tout à l'heure de rondeur et par opposition plutôt de rectiligne, c'est ça? Oui, de finesse, d'étroitesse. Tu parlais donc lecture du visage? Oui. C'est Tout ça? à fait. Et de la silhouette. Et de la silhouette. Un petit peu, enfin je dirais qu'un portrait morphologique, c'est 10% la silhouette et 90% le visage. 90% le visage. Ah oui, complètement. Oui. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est figé ou qui évolue dans le temps? Non, c'est pas figé, mais on a quand même une sorte de potentiel physique depuis la naissance. On est constitué d'une manière ou d'une autre. La vie nous appelle à nous dilater, de toute façon. Mais ça va être très lent. Et donc, notre portrait, la façon dont notre morphologie parle de nous, elle va être vraie pendant des mois, voire quelques années. Et puis, comme nous sommes constitués de cellules, les cellules évoluent, elles vivent parce que ce sont des cellules vivantes. Et donc, même l'ossature va bouger, elle va évoluer. Voilà. Mais on passe rarement d'un type très mince à un type très enveloppé en quelques années, à moins qu'il y ait certains peut-être dérèglements hormonaux ou accidents de vie. Donc, lorsque tu rentres, par exemple, dans une négociation, oui. Tu conseillerais d'abord de poser ses intuitions, c'est ça, des mots-clés sur une feuille, oui. Pour venir ensuite les confronter à cette première minute de lecture, c'est oui. ça? Alors, entraînement d'abord, c'est-à-dire on s'entraîne sur des photos, sur des films. Moi, je trouve que s'entraîner sur des films, outre le plaisir de regarder un film, ça permet de comprendre énormément de choses sur les réactions et les besoins d'un individu. Et donc, le jour où on entre réellement en négociation, eh ben, on a comme une sorte d'entraînement. On a musclé cette façon de regarder, d'observer l'autre et d'analyser la manière dont on va pouvoir entrer en communication avec elle. Et donc, ce jour-là, quand on se sent mûr pour l'utiliser, on n'a pas besoin d'être devenu morphopsychologue, mais on sent qu'on est suffisamment à même de pouvoir poser un diagnostic déjà. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui fonctionne sur un mode introverti ou extraverti? Je vous promets que ça permet de gagner un temps considérable dans la façon dont vous allez vous-même vous positionner. Tu parles d'évaluer finalement ces hypothèses au regard de la morpho. Est-ce que, à ton sens, il y a d'autres outils qui peuvent venir l'appuyer? Tu parlais tout à l'heure d'autres méthodes? Oui, bien sûr. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode Hogan, il y a la méthode il y a la PNL, la programmation neurolinguistique. Il y a l'analyse transactionnelle. Il y a toutes sortes d'outils qui permettent de venir enrichir sa boîte à outils, en fait. Et la morphopsychologie n'est pas le seul outil. Il est là pour compléter. Et comme je le disais tout à l'heure, il est extrêmement utile parce qu'il est opérationnel directement. Voilà, ça c'est un de ses grands atouts. Mais voilà, il y a toutes sortes d'autres outils qui sont, à mon sens, très complémentaires. Donc derrière, ça te permet, toi, de communiquer directement, différemment? Oui, c'est ça. C'est ça? Voilà, c'est de s'adapter, en fait. J'ai pas besoin de poser de questions, j'ai pas besoin d'un temps de préparation. Je suis immédiatement en phase avec l'autre et en mesure de pouvoir adapter mon comportement, ne serait-ce que géographiquement, physiquement. Est-ce que je peux me rapprocher de cette personne ou mieux vaut-il attendre ? Et donc peut-être que quand on a 20 ans d'expérience, ça c'est des choses qu'on a comprises, mais pas toujours, parce que un des soucis de certains managers, c'est se dire qu'ils ont de l'intuition et qu'ils peuvent s'appuyer dessus parce que leur intuition est reconnue. Il se trouve que
quand ça marche et qu'ils ont raison, ils s'en rappellent et ça vient alimenter leurs croyances. Et quand ça marche pas, en fait, ils oublient ou ils trouvent à des circonstances extérieures des explications. La morphopsychologie est là pour dire cette intuition, elle était bonne, ou là, tiens, ça va pas dans le sens de mon intuition. Donc, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que toi, tu as dû désapprendre pour en arriver à ce stade ? Alors, j'ai dû désapprendre que on était tous plus ou moins faits du même bois. Parce que je vois la multitude des façons dont l'humain fonctionne. C'est absolument passionnant et ça demande quand même cette paire de lunettes qu'est la morphopsychologie. Moi, c'est celle que j'ai choisie parce que elle me convient très très bien et elle me passionne. Il y en a d'autres, mais du coup, ce que j'ai appris, c'est vraiment l'humilité. Et puis, j'ai appris à regarder mes angles morts. Parce que pendant longtemps, en fait, j'ai fonctionné comme tout le monde avec mes angles morts. Il y en a plein encore, hein. Je te rassure. Mais en connaître un certain nombre, ça me permet de me faire des clins d'œil intérieurs. Et si tu savais le nombre de fois où je me dis « ça, c'est encore un coup de ». Voilà, parce que je sais que je peux avoir des fragilités, des besoins, et donc la morphopsychologie a mis des mots dessus. Et ça, c'est de l'or. Du coup, c'est une meilleure connaissance de tes angles morts, c'est aussi donc plus de hauteur, j'imagine, sur ta propre façon de fonctionner. Ah oui, complètement. Oui, bien sûr. Ouais. Tu parles justement de l'apport de la neuroscience et du contexte de 2026. En quoi trouves-tu que c'est vraiment d'actualité, cette méthodologie ? Alors moi, j'observe que on est à une ère de communication XXL et que les gens n'ont jamais eu moins l'impression d'arriver à communiquer sereinement, aisément, simplement les uns avec les autres. Ça, c'est une clé de lecture de l'autre qui permet cette communication. Je remarque aussi que de plus en plus de managers sont confrontés à des situations qu'ils trouvent un peu inextricables, d'incompréhension de la façon dont fonctionne tel ou tel collaborateur. Et donc, c'est sincèrement et simplement une clé de lecture formidable pour comprendre dans quelle direction il faut aller chercher. Voilà. Ça donne pas, tout n'est pas écrit d'avance, mais ça permet déjà d'aller rencontrer l'autre sur le terrain sur lequel il a besoin d'être rencontré. Et alors, si j'avais envie de peut-être d'en savoir plus, est-ce que tu aurais des ressources éventuellement à nous partager, un livre ? Oui, alors un livre formidable qui s'appelle Visage, corps et personnalité, qui a été écrit par Jean-Marie Lepelletier et Christophe Drouet, qui est paru il y a une vingtaine d'années. Et qui est remarquable, très facile d'accès, avec de nombreuses illustrations. Pour ma part, sur mon compte LinkedIn, je publie beaucoup de portraits. Merci Laurence pour tous ces apports. On va avoir la chance de te retrouver dans quelques formations expériences où tu vas nous embarquer pendant 2 heures pour s'immerger dans notre propre profil. Oui. Et puis ensuite, éventuellement, à travers des ateliers pratiques pour maîtriser mieux cette technique de profiling. Si tu devais aujourd'hui inviter des personnes, un public à qui ça correspond particulièrement bien, tu dirais que finalement, c'est pour qui cet atelier ? C'est pour tous les managers, négociateurs, RH, commerciaux, formateurs, qui ont besoin d'avoir une clé de lecture supplémentaire, complémentaire et originale, toujours sur soi, pour compléter leur boîte à outils et avoir une vision immédiate de la manière dont on va pouvoir communiquer de la manière la plus éclairée avec la personne, le collaborateur, le client, le prospect, l'apprenti, toutes sortes de... Ouais, tout métier confondu dans toutes sortes de secteurs d'activité, puisqu'on reste sur de l'humain.
profondément humain. Ça peut convenir à des juniors qui commencent à se faire la main dans l'univers du travail en tant que manager, Absolument. autant qu'à des codires, par exemple? Absolument. Les premiers vont avoir besoin de compléter les apports qui sont généralement assez récents. Et donc, j'ai des solutions pour leur proposer de s'entraîner avec justement pour voir, imaginer qu'ils sont dans une situation X, professionnelle X ou Y, et qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier? Est-ce que ça va coller à leur intuition? Qu'est-ce que ça va leur dire? Des petits exercices comme ça qui vont vraiment venir enrichir leur pratique. Et puis, je dirais, des personnes plus seniors, ça va permettre de compléter leur expérience et leur capacité à comprendre déjà souvent assez justement comment fonctionne l'autre, en regardant les contradictions internes qui peuvent émerger de l'autre. Les différents niveaux dont tu nous parlais Absolument, tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Avec grand plaisir. Merci à toi. On vous retrouve du coup sur le podcast Sam au prochain épisode et on vous invite à venir découvrir donc notre site web sam.fr où vous pourrez retrouver les prochaines dates et les prochaines sessions qu'on aura la chance de faire avec Laurence. Merci Marilou. Merci beaucoup.